Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Arsenal, le podcast. Comme d'habitude, je suis avec Alex. Alex, bonsoir. Bonsoir, comme d'habitude. On est un peu tard là, on est mardi, un peu tard par rapport à un match qui s'est déroulé samedi. On avait quand même envie de faire au plus vite le débrief, mais là c'est la pause internationale, donc heureusement on n'a pas dû se presser parce qu'on a encore 2 semaines avant, enfin un peu moins maintenant, mais il y avait donc une pause de 2 semaines entre les 2 week-ends de Première Ligue. Donc là le débrief, c'est surtout le débrief un peu de West Ham, et puis l'avantage d'avoir plusieurs jours de repos, c'est qu'on a pu laisser reposer les choses et peut-être avoir un peu plus de réflexion sur certains sujets du match. Et c'est un match qui en soi n'était pas forcément passionnant, en tout cas pas pour les neutres, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas un seul match qui n'est pas passionnant quand c'est Arsenal, parce que tu es quand même investi, et que ce soit 1-0, donc si c'est 1-0 tu stresses comme un malade, si c'est 5-0 tu es content d'avoir mis 5-0, si tu as gagné 3-2 avec un but à la dernière minute, n'en parlons même pas, c'est peut-être le meilleur feeling. Mais voilà, un match où là qui n'est pas excitant pour les neutres, moi ça me va si on peut avoir beaucoup plus souvent des victoires de routine comme ça plutôt que des victoires à la dernière minute, comme ont eu Liverpool et comme on a eu nous contre Newcastle. Plus de victoires de routine, plus de victoires. D'ailleurs, je dirais que ces derniers résultats d'Arsenal m'ont fait réfléchir que 2-0, c'est peut-être mon score préféré, je pense. Parce qu'il y a quelque chose de très pragmatique. On n'a pas concédé. On n'a pas mis que 1-0. Ce serait un peu stressant. On a fait le taf. On a mis 2-0. Au revoir. Vous méritiez même pas qu'on passe à la 3e vitesse. Merci, au revoir, ciao. Et voilà, donc Arsenal 2, West Ham 0, c'est déjà 3 points de plus que le match équivalent à l'Emirates l'année dernière où on avait perdu. Et il y a 2 ans. Ouais, et on avait perdu 2-0 d'ailleurs il y a 2 ans. 2-0, quasiment 3-0. Non, mais je suis d'accord. En fait, ce qui est bien avec ces scores de 2-0, où c'est un peu... Pour les neutres, c'est un peu chiant, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Surtout que les neutres, c'est plutôt des gens qui veulent voir West Ham gagner. Oui, nous aussi. Hein. Non, mais après, nous aussi, quand on regarde Liverpool, et donc le Burnley, 2-0, il est vraiment frustrant, quoi. Tu vois. Ouais, je pense que c'est très frustrant. Mais c'est moins frustrant que de voir une équipe comme on a fait contre Newcastle gagner à la dernière minute. Mais c'est quand même frustrant parce qu'en fait, je pense, c'est encore plus frustrant parce que, en fait, je sais pas. Ce qui est frustrant, je pense, quand tu gagnes à la dernière minute, c'est que tu as espéré tout le match et hop, dernière minute, oh non, ils ont gagné, machin. Mais c'est vrai que quand tu regardes le début, à la limite, t'es là, genre, bon, bah c'est bon, en fait. Oui, quand il y a Saka qui met le 2-0, c'est genre, bon, ok, c'est bon, ils ont gagné, je peux éteindre le match. Donc, les deux sont chiants, mais on a vécu ça aussi. Et ce qui est bien aussi, je pense, c'est que je trouve que bon, les médias anglais et compagnie parlent beaucoup d'Arsenal, souvent pour nous critiquer ou nous comment dire ou nous mettre en favori pour mieux nous descendre après. Enfin, je suis encore complotiste, mais voilà. Et je trouve que en fait ces scores un peu comme ça de 2-0, les matchs comme ça où c'est un peu relou, un peu chiant pour les neutres. C'est bien parce qu'en fait ça fait pas trop parler de nous, c'est genre bon, ils font le job sans, c'est pas spectaculaire et ça marche. Et en fait, si tu regardes, toutes les équipes qui gagnent, Liverpool finalement c'était ça la saison dernière. Ils gagnaient leur match, rien de spécial, pardon, j'ai fait un bruit spécial, mais c'était avec ma bouche. Liverpool, la saison dernière, c'était ça. C'était... Ouais, ils gagnaient de beaucoup. Bon, les autres équipes avaient des blessures comme nous, étaient nuls. Voilà, ils ont gagné. Rien à signaler. Move on, on oublie. Je pense que ça restera pas dans la mémoire. Et si tu regardes Manchester City, on se souvient d'eux parce qu'ils étaient tellement dominants, ils avaient beaucoup de points. Mais si tu regardes les matchs qu'ils faisaient, c'était chiant. Hein. Souvent, les quelques fois où j'essaie de voir les matchs qui jouaient, surtout l'année en 23-24 là, ou contre Fulham et tout, à la fin de saison où j'espérais qu'ils perdent des points, c'était vraiment chiant parce qu'ils gagnaient tellement facilement. Les équipes en face offraient rien. Je pense que ils s'étaient dit bon, on va laisser City gagner, on va pas du tout montrer d'opposition. Bon, ça c'est autre chose. Là, je me suis perdu, mais je te laisse la parole pour continuer, pour enchaîner. On a le temps au moins. Non, en tout cas, match victoire de routine, match peut-être chiant pour les neutres, mais grosse performance quand même. Et ce genre de performance, c'est le genre de performance qui installe un narratif vraiment différent dans la Première Ligue en ce moment par rapport à Liverpool. Quand tu penses à déjà le moment où Liverpool nous avait battus, certes, ça faisait que 3 matchs de la saison. Ils nous avaient battus grâce à un excellent coup de pied arrêté. Tout d'un coup, c'était
Voilà, c'est ça que font les champions. Ils s'en sortent, ils trouvent un moyen. Arsenal, ils ont été trop précautionneux. Après, contre City, Arsenal, ils ont même pas réussi à battre City. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls. Oh là là, ils ont même pas réussi à battre City. Non, excusez-moi, mais c'est quand même City. Mais il y avait quelque chose dans la manière de jouer ces matchs qui nous frustrait un peu. On a dit assez largement dans ce micro. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être depuis la mi-temps contre City où on perdait 1-0 et qu'il a fait des changements assez offensifs. Certes, c'était un peu l'état du match où on était mené, donc les changements étaient plutôt logiques. Et petit à petit, on a vu des compos d'Arteta de plus en plus oser, toujours en fonction de l'adversaire qu'il a en face. Et là, en l'occurrence, l'adversaire, c'était un West Ham de Nuno Espirito Santo, leur entraîneur qui vient d'arriver. On pouvait s'attendre à un bloc resserré et bas. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a eu. Et donc, il a été vers cette compo qui, sur le papier, je trouve, est très alléchante. Avec, donc, devant, c'était Trossard, Gyökeres, Saka. À peu près comme on s'y attendait. Je vais revenir après sur pourquoi j'aurais préféré Martinelli. Et juste derrière, c'était donc 2 milieux offensifs avec Eze et Odegaard. Donc tout d'un coup, ça devient assez excitant. Avec Rice qui joue cette fois à la base en numéro 6. Alors, il intervertissait un peu avec Odegaard. Parfois, Odegaard descendait en 6 et Rice montait. La ligne arrière, comme on s'y attendait, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, la bicyclette. Et David Raya au goal. Donc c'est surtout ce dual 10, comme ils disent, les deux numéros 10, et avec Rice à la base, qui est un peu le sujet cool de cette compo alléchante. Et oui, effectivement. Okay, d'accord. Donc, non, mais en fait, si je pouvais... c'est surtout voir Odegaard et Eze ensemble, c'est ce qu'on voulait. Ouais. On l'a eu que vite fait en fin de match quand il fallait marquer des buts, et sinon l'un remplaçait l'autre, quoi, puisque Odegaard a été blessé assez souvent, donc on était content de les voir ensemble. Ouais, et puis je dirais que c'est pas forcément une composition osée, c'est plus une composition aisée. Non, quand t'as dit oser, je savais que t'allais. Ah, non. Ouais, bah écoute, non, en fait, il l'avait pas faite déjà celle-là. Non, c'est la première fois qu'il a pas fait. Du début, non. Pas Ouais, du non. début, ouais. C'est vrai qu'il la première fois qu'il met ce qu'on attendait depuis le début, de voir Odegaard et Eze en même temps dans le même milieu. Mais sachant, voilà, tous les deux au milieu et non pas Odegaard sur le terrain et Eze à gauche. En effet. Oui, c'est ça. Ouais, pardon. Ouais, en milieu de terrain, pas. Oui, c'est ça que je voulais. Pas Eze à gauche et Odegaard dans son rôle 3. Mais ouais, en fait, Odegaard avec un rôle du coup beaucoup plus. Comme Grice en numéro 6, normalement, il est très bon, mais il a moins de. Comment dire. Il n'a pas la même. En passe, disons qu'il est un peu moins incisif qu'un Zubimendi ou qu'un. Du coup, un Odegaard. Donc Odegaard avait plus ce rôle de meneur, celui qui donne un peu le tempo, qui trouve les passes entre les lignes et tout ça. C'était un peu son rôle. Vu que Rice, c'est pas forcément, même s'il peut le faire un peu, mais c'est pas forcément son rôle à lui. Et Eze un petit peu plus avancé. Et donc, composition d'équipe très satisfaisante, effectivement. Et moi, j'étais content. J'attendais de voir ce que ça allait donner, les étincelles. Et malheureusement, on n'a pas trop pu voir ça. On n'a même pas vu les étincelles. Ouais, non, mais il y avait tout un truc, c'est que Odegaard, je trouve, était pas forcément excellent avant sa blessure et avant de sortir. Non, mais c'était pas que de sa faute à lui, il y avait quelque chose dans le système. Donc là, nous, c'est comme je te dis, c'est alléchant ce côté Rice à la base et les deux numéros 10, Odegaard et Eze. Mais si à côté, tu mets Trossard qui a tendance à revenir vers l'intérieur, tu mets Calafiori qui a tendance à se placer dans ce côté milieu gauche offensif très souvent. Si tu regardes sa heatmap, sa zone, les positions qu'il a occupées avant la sortie d'Odegaard, Calafiori revenait souvent comme milieu offensif gauche, comme il a fait depuis le début de la saison. Rice se retrouvait à monter, et puis comme Odegaard descendait, Rice montait un peu vers la gauche. Eze essayait de faire de tirer son épingle du jeu en tant que milieu gauche, et Trossard revenait à l'intérieur dans la position de milieu gauche. Donc ça faisait quand même 5 joueurs qui se marchaient un peu sur les pieds au milieu gauche, et notre milieu gauche était vraiment un peu ineffectif, et Odegaard du coup avait pas la même liberté. Donc il y a un peu Odegaard lui-même qui était pas, je trouve, au top, et un peu un problème d'équilibre avec cette composition où tout le monde se marchait sur les pieds.
à Ouais. gauche. Et quand Odegaard est sorti, du coup, il a mis Zubimendi à la base, il a pu remonter Rice. Et là, on a vu qu'il y a eu une sorte de libération de ce côté-là, de Eze. Alors, Eze a décalé comme milieu droit à la place d'Odegaard. Et là, il est, enfin, milieu droit / numéro 10 plutôt. Et là, il a vraiment eu plus de liberté. Il a été beaucoup plus sollicité. Donc il y a quelque chose dans cette compo. Mm. C'est pour ça que je disais que j'aurais préféré voir Martinelli qui reste sur sa gauche. Voir aussi peut-être Miles Lewis Kelly qui joue à la base avec Rice. Comme ça, ils arrêtaient de se marcher dessus et qu'on avait un Ouais. peu plus de largeur, quoi. Ce que je dirais, c'est que surtout, en fait, tu mets Rice en numéro 6, du coup, il occupe le poste numéro 6, donc central, pivot central, quoi. Et en fait, il est très bon là parce qu'il il perd pas le ballon, comment dire, il peut défendre quand il y a une contre-attaque, il peut Ouais. aussi passer vers l'avant. Mais le problème, c'est qu'il est fort pour se projeter aussi, Rice. Et en fait, surtout là, il occupe une place où, bah, du coup, c'est pas que ça sert à rien, mais du coup, au niveau offensif, pour la progression du ballon, en fait, lui, il va la relayer à Odegaard, qui lui, après, va essayer de faire le travail de trouver les joueurs plus haut placés entre les lignes. Mais du coup, ça veut dire que tu as deux joueurs assez bas qui doivent faire ce boulot. Euh, alors que quand tu mets juste Zubimendi, bah, tu as juste Zubimendi qui doit faire ce boulot. Et du coup, tu as plus de joueurs qui peuvent aller plus haut entre les lignes ou occuper les défenseurs adverses. Et du coup, je trouve que là, ça crée plus d'espace, forcément. Parce que ouais, voilà. Et après le truc de oui, ils se marchaient un peu dessus, mais en même temps ils jouent tous un peu vers l'intérieur quand ils sont à gauche, Trossard, Calafiori, Eze. Mais en même temps, si tu regardes, ils alternent pas mal. C'est pas qu'il y en a un qui va tout le temps être dans la largeur, qui va élargir le terrain, être tout le temps près de la ligne de touche. Mais si tu regardes, un moment ça va être Trossard, un moment ça va être Calafiori, peut-être parfois un peu Eze. Non, mais ça, c'est l'idéal, mais c'était. Enfin, je trouve que dans l'ensemble, notre milieu gauche était vraiment ineffectif jusqu'à l'entrée de Zubimendi, Oui. qui a redistribué les cartes. Non, mais je suis. Peut-être qu'aussi, comme tu dis, il est peut-être tellement meilleur en distribution depuis le bas qu'il arrive en une touche à franchir les lignes avec ses passes. Donc, il y a quelque chose à trouver, parce que la compo, elle est alléchante, mais il y a quelque chose à trouver pour moi pour la faire fonctionner Non, mais je suis d'accord. dans la largeur. Ce que je dirais juste, c'est qu'on n'a pas assez vu. Bah, ça marchait pas au début, mais en même temps, je pense qu'il fallait le temps que ça. C'est la première fois qu'ils jouent tous ensemble, enfin, en tout cas, pas à l'entraînement. Je pense que peut-être qu'avec un peu plus de temps, ça aurait marché. Il fallait juste le temps qu'ils s'habituent aux tactiques de West Ham, etc. On sait pas. Mais oui, en tout cas, ça marchait pas. Ça marchait pas trop. Et une fois que Zubimendi est rentré, ça a tout changé, quoi. Moi, je pense que ce qu'il a voulu faire sur sa compo, c'est il s'est dit ça va être un bloc hyper bas et resserré. Je vais prendre tous mes joueurs qui sont très bons en une touche des balles dans les petits espaces. Donc Trossard, Eze, Odegaard, voilà. Alors qu'en fait, je pense qu'on aurait bénéficié d'avoir un peu. Je dis ça, mais ça se trouve, on aurait vu Martinelli tête baissée qui balance des centres tout le temps et ça n'aurait pas marché. Et on aurait vu Miles Lewis Kelly au milieu de terrain, pas trop savoir quoi faire, alors que Calafiori fout au moins le chaos. Mais voilà, donc petit à petit, on va y arriver. Comme tu dis, au fil d'un match, ça se bosse et ça se bosse même au fil d'une saison pour avoir plein d'options différentes. Parce que pour l'instant, ce que je vois, c'est surtout d'avoir plein d'options de compos et de plans de jeu différentes selon l'adversaire, d'être assez adaptable et de toujours garder le contrôle comme Arteta aime, malgré tout. En tout cas, ce qu'on voit cette saison, c'est qu'on se projette beaucoup plus vite vers l'avant, beaucoup plus directement. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on attendait, pour éviter que l'autre équipe se replace. Comme on disait, c'est facile de neutraliser Arsenal, il suffit de se mettre en bloc resserré, les faire passer par les ailes, ils vont faire le fer à cheval ou s'entrer dans le vide. Et là, il n'y a plus ça, mais c'est aussi un peu une question de personnel. C'est une question de personnel. Alors, comme on s'est dit, je pense qu'on s'est dit en off en s'appelant la dernière fois, c'est vrai que quand tu as Eze, Merino, Nwaneri, je dirais qu'il lui faut pas encore hyper confiance, mais quand tu as ces joueurs-là qui peuvent, ou Martinelli qui est remplaçant, du coup, qui peut rentrer, c'est peut-être plus sympa pour faire tourner pour Arteta que quand il avait Vieira, Smith Rowe dans une certaine mesure, ou d'autres joueurs qu'il a laissé partir. Mais peut-être qu'en les développant un peu plus, il aurait pu les faire arriver à un certain niveau, je ne sais pas. Il les avait là, il ne leur a pas fait confiance plus souvent.
pour moi, ça a participé un peu au burn-out des autres joueurs, d'avoir un effectif hyper réduit. Donc un manque de projection vers l'avant et un manque de rotation, ça nous a causé, je pense, beaucoup de frustration et de problèmes de blessures qui sont encore récurrents aujourd'hui. Alors, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Alors, on s'est dit C'est ça bien, en tant mieux. off. C'est pour ça qu'on fait un podcast. On s'est dit ça en off, mais on s'est dit beaucoup de choses en off qu'on ne pourrait pas dire, je pense, sur ce podcast. Ouais, Donc, ouais. non, mais en fait, je suis d'accord sur le fait que le fait qu'on n'avait pas l'effectif, donc que Arteta pouvait pas faire confiance à des joueurs comme Fabio Vieira, Smith Rowe, bon, je sais pas si tu as mentionné Nketiah, mais en gros, tous les joueurs qu'on a vendus au bout d'un moment, quoi. Je sais pas si j'en oublie, mais euh, bref. En tout cas, oui, ça c'est sûr qu'à un moment, on devait faire jouer Saka tout le temps. Havertz, il jouait tout le temps. C'est pour ça qu'ils ont eu des blessures. Les mecs, ils enchaînent l'Euro. En plus, ils jouent à l'Euro. Ils jouent tous les matchs. Ils vont en finale de l'Euro. Ils enchaînent. On peut pas remplacer Saka parce qu'on n'a pas on n'a pas un joueur de son niveau pour le remplacer. Donc oui, ça c'est sûr que à mon avis, c'est ça qui a amené les blessures. Et puis avec le style de jeu qu'on a, c'est sûr que ça amène des blessures au bout d'un moment. Mais pour moi, c'est pas forcément. On sait pas. Hein. Peut-être que c'est Arteta, mais à mon avis, c'est juste qu'Arteta, en fait, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Enfin, c'est pas sa faiblesse, mais c'est-à-dire qu'il a mis des standards. C'est-à-dire qu'il est arrivé au club. Non, mais et comme il dit comme il dit Ouais, dans mais il la. a de la chance d'être encore là pour, pour comme tu dis, bon, je te laisse finir ton raisonnement et puis j'interviens Non, parce mais qu'en effet, je vois vers où tu vas. non, mais en fait, parce qu'il dans la vidéo, dans le documentaire, on voit, il dit It's the fucking standards, the standards. Bon, en fait, pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé au club. Franchement, on va pas se voiler la face. Quand il est arrivé en 2019, on n'était pas la risée de la première ligue parce qu'il y avait Tottenham, mais on n'était pas loin. On était ce club hyper riche qui sont même pas. On était quoi 8e, 5e, 8e. Ça faisait 5 ans qu'on n'était pas en Champions League. On avait Mustafi, on avait l'autre, je sais plus qui, Gabriel, l'autre qui était à Valence après. On ratait tout. Enfin, on ratait tout. On était ridicule. On faisait du beau football, mais contre les grosses équipes physiques, on se faisait avoir. Donc voilà, il est arrivé. En fait, il a vu que. Je pense qu'il y a des joueurs qui venaient à Arsenal et ils étaient en mode bon, bah c'est cool, je suis bien payé, s'il y a des bonnes vibes, on fait du beau de football, c'est sympa. Mais en fait, lui, il s'est dit bah non, les gars, vous voulez être champion, on veut remonter le club, à un moment, c'est plus possible. On peut plus mettre des mecs sur le terrain qui sont à moitié là à l'entraînement et tout. Et je pense qu'en fait, une fois qu'il a mis ses standards, c'est ça qui a fait ressortir tous les bons joueurs qu'on a et qui a fait aussi qu'en 2022-23, mais même avant, on a commencé à avoir une équipe qui performait vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu mets ces standards, bah, tu peux plus. Tu as un petit Fabio Vieira, je ne veux pas le critiquer, j'en sais rien. Ça se trouve, il était très bon à l'entraînement, il était fou. Mais il arrive, il est moyen à l'entraînement, il n'arrive pas. Il peut pas lui dire bah écoute, ok, je te fais jouer en Champions League. Là, t'as pas joué ce week-end, mais tu joues en Champions League, pas de problème. Tu vas me montrer. Non, à un moment, je pense que c'était ça. C'était qu'à un moment, il s'est dit bah moi, j'aimerais bien reposer Saka, mais le niveau, je peux pas laisser un joueur sur le terrain, il faut qu'il le mérite. Pour être dans cette équipe, si on veut gagner des titres, il faut avoir le niveau. Même si tu t'entraînes, ce que tu veux, si t'es pas au niveau, bah tu joues pas. Tu dois le mériter. Sinon, tu joues 5 minutes à la fin et tu t'essaies de montrer. Et je sais que c'est un peu. Oui, c'est pas facile pour un joueur de montrer ce qu'il peut faire en 5 minutes et il faut qu'il puisse s'adapter et tout. Mais il y a des. Tu regardes tous les grands clubs et tout, les joueurs, ils ont pas trop de temps pour s'adapter. Le seul joueur qui a vraiment du temps qu'on laisse faire, c'est Florian Wirtz. Parce qu'ils l'ont payé 100 millions. Mais bon, combien de touchés de balle il va rater avant qu'ils le mettent sur le banc. Donc. Non, mais tout ça pour dire que les blessures, c'est pas forcément la faute d'Arteta. Mais en tout cas, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'Arteta, on voit qu'avec l'effectif qui a les standards requis pour lui, il peut faire confiance à d'autres joueurs et il peut faire tourner l'effectif. Et en plus, il fait tourner l'effectif sans qu'on voit de gros changements au niveau de la fluidité et du contrôle du match. Et ça, c'est fort quand même, parce que c'est pas si facile que ça. On a quand même 8 nouveaux joueurs. Une autre chose que je dirais, et j'aurais terminé après ça, c'est que
Ouais, d'accord, on peut faire tourner tout ça, mais au rythme auquel nos joueurs se blessent, ça va pas durer longtemps hein, si ça continue. Ouais, mais il y a deux types de standards. Il y a les standards dont il parle souvent, qui sont le service minimum en termes d'effort et de travail, en termes de mental sur le terrain. Mais après, il y a aussi les standards de qualité, peut-être. Mais ça, il les a jamais évoqués. Mais là, ce dont tu Bah parles, c'est oui. surtout des standards de qualité où c'est. Non, c'est les deux à mon avis. Oui, mais c'est à lui aussi d'amener les joueurs à devenir meilleurs. Mais forcément, comme il n'a pas encore la légitimité, Arteta, je pense, qu'auraient d'autres entraîneurs qui ont déjà gagné plein de trucs avec d'autres clubs. Quand bien même ils débarquent pour la première fois en Première Ligue, s'ils ont gagné quelques trucs avant, selon le niveau du club pour lequel ils exercent en Première Ligue. Par exemple, quand Klopp il est arrivé, il avait gagné pas mal de trucs avec Dortmund. Quand Guardiola il est arrivé, il avait gagné pas mal de trucs. Quand Ruben Amorim est arrivé, il avait gagné la. J'allais dire Slot, il avait gagné le championnat Ouais, de Hollande, alors mais c'est bon. Arteta c'est son premier job, tu vois. Donc il y a un côté où peut-être qu'avec le temps, il va peut-être, voilà, mais là il avait besoin de lui de pas prendre de risques et de garder les bons joueurs sur le terrain, même jusqu'un peu jusqu'au burn-out. Et là, Ben White, il en paye encore le prix parce qu'on aurait pu faire venir celui qui est parti à United, le défenseur qu'on a fait jouer en arrière droit aussi. Enfin, il y a des joueurs comme ça qu'on aurait pu faire monter un peu, tu vois. Aiden Donc il a Evan. fait. Alors oui, certes, il a fait monter. D'accord, on peut dire il a fait monter Nwaneri, Majlouis Kelly et Daman. Moi aussi, je l'ai fait monter. Hein. Ces mecs, ils sont déjà Ah tellement bon? bons. Euh, c'est pas un génie non plus. Donc, il y a quand même, je pense qu'il a un peu surchargé les joueurs. Bon, bref. De toute façon, on saura jamais. On spécule. Non mais je suis pas d'accord, hein. Je suis pas d'accord. Je, Bah, tant mieux. Moi, je suis pas je d'accord. suis pas d'accord que genre il a fait monter Nwaneri machin. Bah c'est pas si facile que ça, hein. C'est ok, ils sont talentueux, mais je pense c'est aussi. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que lui il pourrait pas avoir les lauriers quand il fait monter ce genre-là et quand c'est je sais pas qui c'est qui a fait Guardiola qui fait monter Messi ou je sais pas qui. Non pas Messi mais les Foden. joueurs que Foden et c'est ah ouais quel génie. Alors que Foden il était juste très talentueux aussi hein, sinon si on regarde. C'est marrant parce que la manière dont Arteta a limité un peu le temps de jeu de Nwaneri, je trouve assez similaire à la manière dont Guardiola avait limité le temps de jeu de Foden. Par contre, ce que je te dis, et par exemple au début du règne d'Arteta, il était vraiment pas en méga confiance. Donc il a burn-out Saka. Il l'a fait tellement jouer, tellement jouer, tellement jouer. Donc le côté, je te mets pas tout le temps parce que je dose un peu ton entrée en la matière comme il a fait avec Martinelli, c'est que quand il peut se le permettre. Il y a Donc, y a pas de. Tout d'un coup, tu vois, c'est. Si la descente de niveau est beaucoup trop violente d'un joueur à l'autre, il le fera pas. Celui qui a fait Burnout Saka, c'est pas que Arteta, c'est aussi Southgate qui le faisait jouer au moindre. Et c'est aussi la FIFA. Ouais, mais c'est pas grand chose. Non, mais attends, je suis désolé, ça joue aussi. Attends, l'euro et tout ça, bon, quand c'est les compétitions comme ça, mais ça, l'euro et tout ça, je suis d'accord qu'il joue, mais quand il y a des matchs internationaux, des matchs amicaux en mars, franchement, il y a besoin de ça. Ça aussi, ça joue, hein, je suis désolé. En tout cas, Saka, là, euh, il revient de blessure. Donc pour l'instant, par rapport à tout ce qu'on dit, on touche du bois. Peut-être que c'était juste pas de bol et que ça va pas se reproduire. Voilà, toujours est-il que là, on s'est beaucoup plus projeté vers l'avant. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça montre aussi qu'il a confiance en notre solidité défensive pour recevoir les turnovers et les contre-attaques et les transitions quand il y en a, parce qu'on est plus à découvert. Et je trouve qu'à aucun moment, Saliba et Gabriel, plus le troisième personne qui reste toujours en défense avec eux selon le schéma d'attaque, qui est parfois Timber, parfois Calafiori, parfois Rice, parfois Zubimendi, ce qui est assez intéressant. Aucun de ces joueurs n'a l'air, mais pour le moins du monde, dérangé par le fait qu'on ait un jeu plus direct vers l'avant et qu'on s'expose un peu plus. Enfin, je les trouve tellement impressionnants, Gabriel et Saliba, que ça nous permet d'avoir cette plateforme pour se projeter vers l'avant. Regarde Calafiori, si tu regardes tous ses touchés de balle, il est n'importe où sur le terrain. À aucun moment on a senti qu'il s'est fait prendre, que son espace qu'il a laissé derrière lui, il s'est fait avoir. Non, Gabriel est là pour nettoyer.
Rice est là pour nettoyer si c'est un peu plus haut. Bah, Calafiori, parfois, ouais, il fait le tacle, la faute professionnelle, il se prend un carton jaune et après il arrive à garder la tête froide pour pas s'en prendre un deuxième le reste du match. Donc, cette plateforme défensive qui a été construite pendant des années et qui maintenant est tellement rodée qu'elle nous permet de nous projeter vers l'avant, voilà, c'est ça ce qui s'appelle Trust the Process. Et je pense que Arteta est passé au-delà de sa phobie qu'il avait après la saison 22-23 où on était très bon en attaque, on était fluide et on avait ce truc où on jouait plus rapidement en transition et tout. On n'avait pas le fer à cheval à l'époque. Mais il était traumatisé parce qu'on a pris 44 buts, je crois. 48, je sais plus. Contre 28 la saison d'après. Il s'est dit... après, il était traumatisé. En fait, c'est ça. C'était un traumatisme. Il s'est dit non, c'est plus possible. Je peux plus faire 3-3 contre Southampton. Avec Walcott qui marque. Je dois verrouiller cette défense. Il l'a fait, mais après, il avait trop peur. C'est ça, en fait. C'est qu'il s'est enfermé dans sa forteresse et il n'osait plus sortir. Et finalement, il a réussi à sortir. Petit à petit, il sort un petit peu la tête, il jette un œil dehors. Voilà. C'est une belle analogie, ce que je fais. Magnifique. Qui est l'homme du match pour toi? Pour moi, c'est... Je pense que c'est Zubimendi. Ah ouais. Ouais. Zubimendi, il était hallucinant. Alors qu'il est rentré à la... quoi je sais plus, 28e Je sais plus. Avant, je crois qu'il a... 29e, je crois, ouais. En fait, si tu regardes les 2 buts, il est dessus. Et juste, il était impeccable. En fait, ce qui était bien, c'est que... Bon, West Ham offrait pas grand-chose, mais quand tu vois, ils essayent de presser, ou tu sens que ça va être un peu chaotique au milieu, parce qu'il court partout. Ils essaient un peu... Lui, il est hyper calme, genre. Et en fait, il est juste incroyable. C'est le parfait numéro 6, c'est-à-dire dans le sens où il sait quand faire une passe vers l'arrière, faire une passe vers l'avant, il sait quand jouer plus lentement, il sait quand essayer de jouer plus rapidement, accélérer les choses. Il peut faire des passes, il peut créer des opportunités parce que c'est lui qui crée l'opportunité pour Eze et qui permet à Rice de mettre le rebond. C'est lui qui crée l'opportunité pour Timber qui obtient le penalty avec une passe aussi superbe. Ouais, incroyable. Et aussi défensivement. En fait, ça, c'est le truc qu'on voit moins. Parce qu'en fait, il est assez. On l'a déjà dit, mais il est pas petit. Hein, je crois qu'il fait quand même 1m80. Mais par rapport aux autres, il a l'air quand même assez. Il n'a pas l'air aussi physique, il a l'air plus petit. En fait, il gagne quasiment tous ses duels aériens. Il récupère énormément de ballons. Genre, il y a plein de fois. En fait, on le remarque pas parce qu'il le fait tout le temps. Donc, au bout d'un moment, on est là. Ah oui, ok, bon, on a récupéré le ballon, quoi. Mais en fait, plein de fois, c'est lui. Et incroyable, quoi. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point. Je pense que le numéro 6, c'est un poste qui est vraiment. Je pense que les dernières années, c'est un poste qui a été beaucoup plus encensé. Et on se rend compte maintenant avec toutes les tactiques et tous les gens qui font des tactiques sur YouTube, on se rend compte à quel point c'est un poste important. Et quand on a joué au foot. Ballon d'or de Rodri. Ballon d'or de Rodri. Mais voilà, je pense aussi que quand t'es gamin, moi quand j'étais ado, le numéro 6 pour moi c'était. Bon, c'était Vieira, je l'aimais bien et tout ça, mais. Pour moi, le numéro 6, c'était pas le joueur. Pour moi, l'équipe, elle gagnait parce qu'il y avait Thierry Henry, ou parce que, je sais pas, il y avait Ronaldinho, ou parce qu'il y avait machin, mais. Ou le Real Madrid, il gagnait parce qu'il y avait Zidane et Figo et tout, mais je me rendais pas compte que, en fait, Makelele, il était hyper important dans le Real Madrid de l'époque. Enfin, c'est pas pour faire une comparaison avec lui, mais c'est juste pour dire, ouais, le numéro 6, il a ce rôle assez où tu le remarques pas forcément tant que ça, mais il est hyper important. Pour moi, c'est notre meilleur. Notre meilleur achat du mercato pour l'instant. Donc comme du match pour moi, voilà. C'est vrai, quand tu as la chance de vivre à une époque où ton équipe achète Zubimendi et Eze dans la même fenêtre, pas mal. 69 passes réussies sur 73 pour Zubimendi, dont 20 sur 21 réussi dans le dernier tiers. Waouh, il en a raté une. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il nous fallait pour progresser par rapport aux années précédentes. Moi, je comprends pas comment on a de la chance d'avoir. Comment on l'a eu Comment on l'a eu mais comment on l'a eu Comment il est pas allé au Real Madrid après le départ de Kroos. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. Comment il est pas allé à Liverpool l'année dernière? Bon, ça, je peux comprendre, c'est une ville pourrie.
Mais non, je rigole, j'ai jamais été. Je rigole. J'ai jamais été. Mais Ça taille, c'est comment il a pas été. Non, en vrai, comment il a pas été au Real Madrid? Parce que, apparemment, de ce que j'ai entendu, bon, c'est peut-être n'importe quoi, mais il voulait pas trop. Enfin, il avait du mal à se dire qu'il allait quitter la Real Sociedad. Je pense pour sa carrière, il voulait le faire, mais. Parce que je pense qu'il était très attaché apparemment à sa ville natale de San Sebastián. Enfin, je sais pas si c'est sa ville natale, mais en gros, il était attaché au Pays Basque, à l'Espagne. Et je pense que c'est pour ça aussi, il avait un peu du mal à Arsenal au début, il était pas prêt apparemment et tout. Et quand Du tu... coup, Arsenal est devenu l'équipe basque de la Ouais, première ligue. ouais, mais... Avec Arteta aux commandes, il a décidé, ok, c'est bon, je serai comme à la maison. Non, mais à part le football et tout ça, tu te dis... Je peux comprendre qu'un joueur espagnol qui habite là, tu vois, t'as tes racines là-bas, t'as pas forcément envie d'aller dans un pays... Il y a plein de joueurs comme ça, hein, ils ont pas forcément envie d'aller à l'étranger, c'est pas facile. Il sait pas s'il va bien jouer et tout. C'est plus facile pour plein de joueurs de se dire bah je vais à Madrid ou je vais à Barcelone parce que c'est différent, mais c'est quand même ton pays, c'est moins loin, tu vois, pour sa famille et tout. Enfin, je sais pas, hein, mais c'est pour ça que je me dis au-delà du côté footballistique de oui, c'est Madrid et c'est Barça, mais au-delà de tout ça, je me dis pour un joueur comme ça qui est attaché à sa terre natale, c'est ouf qu'il soit venu. Mais oui, c'est vrai qu'on a plein de joueurs basques. On a 2 joueurs basques. Non, il est Plus, basque, ouais. Merino? Ouais. Je sais pas si Merino est basque, en tout cas, il était avec lui à la Real Sociedad pendant plusieurs années au milieu. Ouais, La mais Basque Connection. et puis avec la Merino Arteta. Spain Connection avec Oui, voilà. avec Raya et Totalement. comment il s'appelle? Mosquera. Il y a aussi que Zubimendi, il faut aussi qu'on remarque qu'il est encore meilleur là maintenant qu'il était avant de venir. C'est-à-dire il progresse de match en match avec Arsenal. Il est dans un système qui fonctionne hyper bien, où tout est fait pour justement favoriser son style de jeu. Franchement, il s'est bien intégré à l'équipe assez vite. Bah voilà. Donc oui, en effet, comment est-ce qu'on l'a dégoté, sachant que c'était quand Rodri s'est blessé à la finale de l'Euro, ça a été lui le remplaçant et qui a fait un match tout aussi bon que Ouais. Rodri avant. Donc c'est là qu'il a été un peu sous les projecteurs. Mais il confirme de match en match que Première Ligue ou pas Première Ligue, vitesse de jeu, intensité, il est au rendez-vous à la fois en possession et comme tu dis aussi défensivement. Moi, mon homme du match, parce que j'y mets un peu du cœur à cause des années précédentes et qu'il a joué contre son ancien club et qu'il a marqué et qu'il leur a fait un petit regard en mode je vais pas célébrer mais je vous fais un regard de défiance aux supporters de West Ham, c'est Declan Rice. Parce que vraiment, sa non-célébration, à l'époque, je la voyais, sa non-célébration comme je suis vraiment un mec poli. Et sa non-célébration, la pire qu'il a faite, c'est quand il a marqué avec l'Angleterre contre l'Irlande et qu'il a fait comme ça, je ne vais pas célébrer. Mais, mais quel énorme manque de respect. Mais je sais qu'en venant de Rice, c'est pas un manque de respect, de provocation ou quoi. Non. C'est juste un labrador, ce mec. Tu vois, c'est juste un labrador. Donc en fait, il pensait vraiment bien faire en disant je vais pas célébrer. Non, mais tu les as. À la limite, West Ham, ils ont aucune raison de t'en vouloir parce que qu'est-ce qu'ils veulent, enfin qu'est-ce qu'ils pensaient. Là, les fans, ils étaient en train de chanter. T'aurais dû, you should have signed for a big club. Tu aurais dû signer pour un grand club, juste pour le charrier Ouais. un peu. Et enfin, qu'est-ce qu'ils pensaient eux, ils voulaient qu'il aille à Manchester City, mais ils pensaient quoi? Ils pensaient que Londres, que les rivaux de Londres, que Arsenal et West Ham étaient rivaux. Ils pensaient pas que c'était une progression pour Rice Non, mais bon, je sais que c'est bon enfant et tout ça, mais quand il a marqué et qu'il a fait sa non-célébration, mais avec un regard vers eux, je vous ai à l'œil, je me suis dit, bon, bah voilà, sachant que l'année dernière, il était passé complètement à côté de sa performance et que c'était son pire match avec Arsenal quand il avait joué contre West Ham et qu'il avait même été remplacé, bah voilà, là, il a fait le taf. il a fait le taf et c'était trop drôle son petit regard, c'est même pas le regard genre défiance en mode ouais, regardez, j'ai marqué, c'est plus en mode voilà, voilà ce que vous avez. Vous vous êtes foutu un peu genre regard réprobateur un peu, tu sais genre Mm. I'm disappointed in you. Oui, Vous mais en me fait, c'est ça qui est décevez. marrant. C'est pas un regard de provoque, c'est un regard de vous m'avez Non, non, déçu. Comme, est-ce c'est qu'il est genre, vous m'avez déçu, toujours avec voilà. les bonnes Je suis au- intentions. Oui, c'est ça, c'est genre, voilà ce que je fais maintenant. Vous m'avez déçu. Genre... Mais en vrai, je suis d'accord. Je suis J'ai vraiment d'accord. l'impression que c'est un labrador. Après, je pense pas que tout. Je pense qu'il y a encore. Il y a beaucoup de supporters de West Ham qui l'applaudissent. Je suis sûr qu'il l'applaudirait s'il retournait dans le stade parce que il leur a fait gagner un trophée. Il a été incroyable et tout.
Il était irréprochable. Non, mais avec après, West Ham. je pense que c'est de bonne guerre. Tant que ça reste bon enfant, tant que c'est pas des insultes et compagnie sur Twitter ou en vrai, tant que c'est bon enfant, que c'est des petites chansons moqueuses et que c'est un peu genre vite fait siffler dans le stade, tant que c'est pas méchant, pour moi c'est de bonne guerre. Quand un joueur est parti de ton club, bah oui, tu le siffles un peu, tu le charries parce que t'as pas envie qu'il te batte ton équipe. Mais tant que ça reste gentil et bon enfant, pour moi ça va. Après, il a peut-être eu des insultes et alors là, c'est pas cool. Et ouais, c'est là que tu peux pas trop comprendre pourquoi les gens ils se mettent à l'insulter ou le détester. Bon, tu peux pas trop comprendre pourquoi les gens détestent vraiment des joueurs alors que c'est juste du football. Bon, là, c'est un autre débat, tu vois. Mais Là, c'est toi qui dis ça. non, mais moi, oui, mais c'est pour rigoler, franchement. Il est passé où, Alex the Hater, là? Mais moi, je suis un hater énorme au foot. Mais c'est pour rigoler. C'est pas, je déteste pas vraiment les joueurs. Bah, Je vais pas. heureusement, ce Oui. serait un problème. Non, mais il y Ça a veut des. dire que Ouais, tu mais ferais une fixette non, mais il y a un des peu gens. comme un- Je vais pas. Il y a des comme un gens. psychopathe. Il y a des gens. Ils vont sur Twitter et compagnie ou dans les stades. Ils l'insultent de tous les noms. C'est drôle d'insulter vite fait. Enfin, insulter. Non, pardon. C'est drôle de se moquer des joueurs comme ça sur un podcast. Mais il faut pas. Voilà. Mais après, ce que je comprends pas trop, c'est que ceux qui vraiment le détestent et tout parce qu'il est parti. C'est comme tu dis, genre, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il aura gagné un trophée. Bah oui, il va aller dans un grand club. Il va pas rester à West Ham. Ils attendaient quand même pas qu'il reste à West Ham. Un joueur comme ça, qui joue en Angleterre, il va rester à West Ham. Et je pense qu'il y a le truc de oui, c'est un club londonien, c'est un rival, mais en vrai, West Ham, leur club rival, c'est Millwall, et leur club rival en Première Ligue, c'est Tottenham. Ils détestent beaucoup plus Tottenham qu'Arsenal. Ouais. Donc déjà, même Chelsea, je crois qu'ils aiment pas trop. Donc ok. Et en plus, vraiment, ils voulaient vraiment qu'il aille à City, ce club. Ils voulaient vraiment que lui, il aille à Manchester City. C'est beaucoup mieux qu'il soit dans un club comme ça, même pour eux. Donc ouais, je comprends. C'est difficile à comprendre, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il est parti, bon d'accord. Et en plus, ils ont eu 100 millions. Ils les ont pas très bien utilisés, mais ils ont eu 100 millions. 105 millions. Non, mais 100 millions, ils se sont fait arnaquer. Hein. Ouais, après, on l'a eu moitié prix, c'est vrai. Bon, voilà. Ah, mais moi, je préfère vraiment quand il est à côté de Zubimendi que quand il a la responsabilité de la base du milieu. En tout cas, ça, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Parlons d'un joueur, pour moi, dont on a peu parlé ces derniers temps, à la fois parce qu'il était blessé, mais aussi parce que peut-être qu'on a considéré comme acquis un peu tout ce qu'il fait. C'est notre Starboy Bukayo Saka qui a transformé le péno, qu'il a décidé. Non, non, c'est moi qui prends le péno. Il a décidé, je ne vais pas me laisser faire par ce nouveau joueur qui s'appelle Gyökeres et qui est en manque de but, où on devrait lui donner un petit cadeau comme on avait fait avec Havertz l'année dernière, non, l'année d'avant, quand il avait eu un début de saison difficile quand il venait d'arriver. Donc voilà, Bukayo Saka, en plus, il fêtait son 200e match de Première Ligue et il était à 99 buts et passes décisives ensemble. Donc c'était 45 passes décisives et 54 buts. Donc ça faisait 99. Donc pourtant, 200e match de Première Ligue, quoi de mieux que d'ajouter un but et de faire tout rond, 100, donc 55 buts, 45 passes décisives. Le joueur et c'était le 300e match d'Arteta, et c'est le joueur qui a de loin été le plus sélectionné par Arteta et qui a de loin le plus grand nombre de buts pour Arteta. Donc un petit moment à la fois récap. Merci pour merci d'être notre Starboy et ben merci pour ce match aussi, et puis son péno était incroyablement bien transformé. Ouais. Je suis toujours un peu nerveux quand il prend un péno parce que voilà, il est très bon, mais il y a toujours ce passif de voilà, l'Euro 2021, le péno contre West Ham en 2023. Mais c'est marrant parce que même 10 ans après, il aura mis plein de pénos d'affilée. On sera toujours stressé quand il. Oui, après, je suis stressé de et toute lui-même, façon. ce sera dans sa tête. Non, mais de toute façon, je suis stressé quand il y a un péno, peu importe qui le tire. Ouais, bah le Starboy, c'est quoi? T'as dit c'est en Première Ligue? Je sais plus si c'est à Arsenal ou en Première Ligue. 200e match de Première Ligue. Ouais. Et donc, ok. Ça veut dire que en gros, dans ces 200 matchs de Première Ligue, un match sur deux, il a soit un but, soit une passe décisive. Ouais. C'est quand même assez ouf comme statistique. Sachant que c'est allé de manière exponentielle avec les années. C'est devenu vraiment une machine. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que là, il est pas. Pour moi, il est pas encore au top. Pour moi, c'est pas le. Il revient de blessure, c'est normal. Hein. La saison dernière, cette saison,
Je pense qu'il est pas encore. On le voit, hein. Moi je le vois, c'est pas le Saka au top. Je pense qu'il peut être encore meilleur. Déjà, s'il revient à son niveau où il était juste avant qu'il se blesse l'année dernière, déjà ça, c'est encore un meilleur niveau. Et si il va au-dessus de ce niveau-là, ce que je pense qu'il peut faire, parce que c'est son potentiel, alors là, je pense que là, on gagne la première ligue. Pour moi, en fait, si c'est pas que ça dépend de ça, mais en fait, pour moi, gagner la première ligue, ça dépend de plein de choses, l'effectif, voilà. Mais ça dépend aussi énormément de, pour moi, si Saka arrive à pas se blesser, à re-atteindre son niveau d'avant et peut-être franchir même un palier, en devenir bah voilà, comme un Salah ou à qui je peux le comparer, ouais, comme un Salah quoi. C'est-à-dire, Mm. pour moi il peut, hein. Pour moi Saka ça peut devenir un joueur comme ça, qui a ce genre de contribution, ce genre d'influence dans une équipe. Mais faut juste espérer qu'il se blesse pas, faut espérer que tout aille bien quoi. Mais ouais, C'est vrai dédicace. on était très séduits par les performances de Madueke, mais après, quand Saka revient, tu vois un peu tu vois un peu ce qui t'avait manqué, quoi. Non, en vrai, Madueke, j'ai aussi beaucoup d'espoir pour lui. Parce que moi, Madueke, quand tu regardais, même quand il jouait contre nous, je me rappelle à Chelsea, pour moi, lui aussi, il a un potentiel énorme. Ça peut devenir un très grand joueur aussi. C'est juste que, voilà, ça se passe pas toujours. Faut voir, hein. Moi, j'espère. Mais pour moi, il a aussi un énorme potentiel. C'est pas le genre de joueur où tu te dis, bon, il arrive, oh, ok, il va contribuer. Et tu vois, par exemple, Trossard, et c'est pas une critique du tout par rapport à Trossard, parce que je pense qu'il est vraiment incroyable. C'est un joueur d'une qualité énorme et qui est sous-coté. Mais c'est pas, tu vas pas te dire, bon, ok, Trossard, ça va être le meilleur joueur du monde, il va nous mettre 30 buts, 25, 20 buts, 15 passes décisives, tu vois. Mais voilà, je me suis perdu encore, hein. Madueke, Trossard. C'est bien, c'est la pause internationale. Tu peux te perdre pendant 2 semaines, c'est bien. Nos arrières latéraux, parce que là, on est quand même rentré dans une phase où je dirais que notre ligne arrière, chacun des joueurs est le meilleur dans sa position en première ligue. Calafiori, pour moi, devenu le meilleur arrière gauche en première ligue. Ouais, Pas au monde, parce qu'il y a toujours Nuno Mendes qui est quand même de loin le meilleur arrière ouais, latéral tout court au monde. À droite, Timber est quand même clairement le meilleur arrière droit de la première ligue, surtout que là, je vais aborder dans 2 secondes notre nouvelle utilisation de nos latéraux. Saliba, n'en parlons même pas. Et Gabriel aussi est peut-être le meilleur défenseur gauche de la première ligue. Sachant que je mets bien Van sûr. Dijk. Ah Ah ouais. non. Ah. Enfin, je sais pas, Van Dijk il joue pas à droite normalement, ou alors il se met à gauche pour faciliter Konaté à droite. Bref, voilà. En tout cas, Gabriel il est top 3 avec Saliba et Van Dijk dans les défenseurs centraux. Donc voilà, donc je voulais aborder l'utilisation de nos latéraux parce que Calafiori, on s'est dit tiens, quand il était à Bologne, tiens ce mec, il peut courir, il était défenseur central mais il se retrouvait un peu partout à jouer sur le terrain, en attaque, au milieu, même à droite. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce que Arteta va lui mettre des chaînes et le retenir sur sa position? Parce que Arteta est un coach de système, on va jamais pouvoir voir le maximum de Calafiori parce qu'il n'aura pas la liberté qu'il avait à Bologne. Bon, là, le mec, il apparaît partout, comme une petite taupe qui sort de la terre à droite à gauche. À un moment, j'ai vu, il était en train de tacler un mec et de faire des échanges de passes en 1-2 avec Timber sur l'aile droite. À un moment, il était en attaque. Timber, lui, on en fait une nouvelle utilisation depuis plusieurs matchs où on l'utilise comme un attaquant. Alors, je trouve ça un peu bizarre parce que Timber, il est excellent, mais son finish du pied, c'est pas forcément son plus gros atout. Et ça fait plusieurs matchs qu'on le voit. Tu sais, il arrive à l'entrée de la surface à droite. Et il se retrouve là parce que notre système fait ça. Mais ça veut dire que Saka reste plus proche de la ligne. Peut-être qu'on essaye du coup de trouver la meilleure utilisation de Timber parce que déborder par l'aile, ça, c'est pas son fort et c'est pas vraiment ce pourquoi il est fait. Et là, en effet, il nous sort des super performances en revenant vraiment à l'intérieur. Donc, il se retrouve vraiment en milieu offensif slash attaquant à l'entrée de la surface à droite, à recevoir les passes de Odegaard ou Eze et à avoir des tirs. Je pense que notre première occasion, c'est un tir de Timber sur Areola.
ça a été le cas. À un moment, il y avait une super. Dans un match précédent, il y avait un super entrejeu dans l'axe central avec Zubimendi qui fait une petite passe lobée. Ah bah oui, c'était contre Newcastle. Et Timber qui met une tête qui est arrêtée par Nick Pope. Je me demande si c'est vraiment la meilleure utilisation qu'on puisse avoir de Timber. En tout cas, lui, il s'en sort vraiment bien, mais ça fait que Saka reste. Pour moi, j'aurais aimé avoir Saka plutôt à l'intérieur, plutôt que Timber. Mais voilà, les deux ont une performance quasiment irréprochable par rapport à ce qu'on leur a demandé, entre Calafiori et Timber. Je suis d'accord. Timber, à mon avis, en fait, l'utilisation des arrières comme ça, des arrières latéraux comme ça, c'est un peu. Bah, les grandes équipes font ça. Hein. Manchester City, ils font ça. PSG, ils faisaient ça. Hein. Hakimi, ils se PSG, retrouvait. ils font encore ça. Ils font ça. Hakimi qui se Ils ont tellement retrouvait. de buts, leurs latéraux, leurs arrières. Ouais. Bah ouais, même Hakimi qui nous met un but à nous, c'est un Mais peu. en fait, il faut savoir ce que tu as. Enfin, Calafiori, c'est un buteur, mais Timber, non. Oui, je suis d'accord. Après, Timber, il peut le devenir. Hein. Là, je veux dire, la passe de, peut-être pas un buteur, mais il a contribué parce que bon, il a eu un tir. Ok, c'était pas le meilleur tir, et le penalty, l'appel et le mouvement est super, le contrôle est parfait aussi. C'est ça qui lui permet d'obtenir la faute. Donc et surtout, il au pire, il contribue. fera un petit centre sur Gyökeres, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il est pas si mauvais que ça en sens. Je pense qu'il et puis je crois qu'il a quel âge Timber? Timber, il a l'âge 26? Non. Encore une fois, comment on l'a eu, lui? Attends, non, je crois qu'il attends, Timber, il est avec son frère jumeau. Non, mais je crois qu'il a l'âge de 24. Saka, 24. Il a 24 ans, donc pour un arrière, pour un défenseur, c'est encore jeune. Hein. Il a encore une marge de progression. Et Calafiori, ouais, incroyable. Son tir du droit, là. En fait, mais comment ce mec a des tirs du droit à chaque fois aussi puissants et aussi précis? Alors, ce qui est bien, bon, gaucher. Timber, c'est un monstre. Timber, c'est défensivement, même offensivement. Enfin, il n'y a pas de meilleur arrière droit en première ligue pour moi. Je pense que les ailiers gauches qui jouent contre lui, ils doivent se dire, mais oh là là, ça va être dur. Ouais, je vais être invisible pendant tout le match. Ça va être difficile. Je pense qu'on aurait gagné 23-24 si on avait eu Timber en alternance avec White. Franchement, et en plus, il jouait à gauche. Il peut jouer à gauche, ça, on le sait pas trop parce qu'il l'a pas trop fait, mais il peut jouer aussi. Il peut jouer défense centrale. Hein. Ouais, on l'a vu vite fait. Arrière gauche, t'as raison. Il joue aussi en défense centrale. Ça, on l'a pas trop vu parce qu'en fait, il est juste incroyable à droite. Le seul truc, voilà, c'est dommage parce que moi, j'adore Ben White aussi et j'aimerais vraiment envie de le voir cette saison plus. Mais en même temps, je peux pas me plaindre. Hein. Timber, c'est Timber. Mais ce qui est bien, c'est que bah oui, Timber, on va pas pouvoir le mettre tout le temps et j'ai pas envie qu'on le mette tout le temps parce que j'ai pas envie qu'il se blesse. J'ai pas envie qu'il soit burn-out aussi. Donc, et avoir Ben White en option à mettre à la place de Timber, bah, c'est génial. Moi, j'adore en plus Ben White. J'ai hâte de le revoir sur ses corners en train de chatouiller les sous de bras de Vicario, le gardien de Tottenham. Bref, je m'égare encore une fois. Mais pour revenir sur Calafiori, en fait, quand il a fait son tir du droit là, dans ce match, je me suis dit, en fait, ce mec, c'est le genre de mec, il peut être ballon d'or, tu vois. C'est le genre de mec, en fait, non mais... Maverick. Bah, parce que lui, je crois qu'il a aussi 22-23 ans. Maverick, mais genre, le mec, il est défenseur, il est partout, il met des buts. Enfin, oui, il en a mis un cette saison. Il est un peu imprévisible, il est un peu foufou. C'est le genre de mec, tu le vois dans une Coupe du Monde. Il est là dans les gros matchs. Il est là dans les gros matchs. Tu le vois dans une Coupe du Monde où je sais pas, je me dis, ça se trouve, ce mec, quand il aura 25-26 ans, ce sera le mec, il sera en défense, mais il te fera des courses de dingue, il te mettra des buts, il te mettra 10 buts dans la saison, il te mettra 15 assists. C'est possible, tu vois. Il peut te mettre des... Faudrait déjà que l'Italie se qualifie à la Coupe du Monde. Hein. Non, mais t'as vu les buts qu'il a mis? Et t'as vu les buts qu'il a mis l'année dernière contre City, le but qu'il a mis contre Wolves. C'est des buts d'attaquant de pointe. Bah, c'est quand même incroyable. D'attaquant tout court. Ouais. Je crois que contre l'Italie, il avait fait des courses un peu tout seul où il fait l'assist. Ouais. Je crois que c'était à l'Euro que j'avais vu ça, la première fois que je l'avais vu contre la Roumanie ou je sais plus contre qui, ou l'Albanie, je sais plus. Bref, ouais, incroyable ce joueur. Calafiori, j'espère juste qu'il va pas se blesser quoi. Et surtout, c'est un joueur un peu qui... Il n'y a plus trop de joueurs comme ça en fait, si tu regardes. En tout cas en première ligue ou en général, il n'y a plus trop ces joueurs un peu maverick, ça veut dire un peu... un peu d'instinct aussi. Un peu d'instinct, un peu foufou, un peu libre d'esprit, disons, je veux dire dans le sens sur le terrain, ou
qui peut un peu s'affranchir des tactiques. Et tout à l'heure, tu as dit oui, Arteta, qui est un coach un peu rabat-joie, en gros, hein, c'est ce que tu voulais dire. Mm. Non, je rigole pas rabat-joie, mais tu te dis c'est bizarre que Arteta le laisse jouer comme ça, un peu comme un. Non, peu comme je un dis, on aurait pu s'attendre à ce Ouais. à ce qu'il l'enchaîne. Et au contraire, il lui a laissé cette liberté, donc c'est bien. Ouais, mais on s'attendait pas à ça, ouais. Et donc. On n'a tellement pas vu ça avec Arteta avant. Même, regarde, Saka n'a jamais eu de liberté, n'en a toujours pas. Enfin, peut-être un peu plus cette saison. Mais tu vois, il permet à certains joueurs de faire ce qu'il n'a pas permis à d'autres. C'est cette année où il se révèle comme ça, Arteta. Alors, encore une fois, je pense que non, mais il est plutôt confiant maintenant. je pense qu'Arteta, il laisse la liberté aux joueurs si ça apporte quelque chose et s'il voit que eux, ça leur apporte quelque chose, surtout que leur jeu bénéficie de ça. Je pense qu'il a essayé de laisser la liberté à Saka et d'autres. C'est juste qu'il a vu qu'en fait, ce qui leur convenait le mieux, c'était le rôle dans lequel ils étaient le plus à l'aise. C'était pour Saka à droite, il repique un peu au centre, il reste un peu à l'extérieur, etc. Je pense que c'est ça, en fait. Il voit un peu ce qui convient aux joueurs. Et en fait, ce qui convient à Calafiori le plus, c'est d'avoir cette liberté. Bah oui, mais il y a ce qui convient et le fait que tu libères tellement plein d'espace. Enfin, tu vois, il y a ce qui convient à Saka, c'est de ne pas revenir défenseur et, en défense et ensuite de contre-attaquer à toute vitesse parce qu'il est trop fort pour ça. Comme les longs ballons contre Liverpool l'année dernière. Et qu'il ne soit pas en burn-out à se blesser les ischios à chaque fois. Mais je pense qu'il aime bien défendre. Moi, je pense qu'Arteta évolue. Hein. Je pense qu'Arteta évolue. Oui, c'est un Pokémon. Lié aux personnes. C'est pas un Playmobil, l'Arteta, c'est un Pokémon. Mais j'aime bien cette nouvelle version d'Arteta, en tout cas. Cette nouvelle évolution. Oui. Et puis, ce qui est bien avec les Playmobil, c'est que tu peux changer la coiffure. Tu t'enlèves le. Mais Arteta, il change pas de coiffure. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette blague pourrie. Je sais pas. En fait, il y en a, pour ceux qui n'ont pas la référence, je sais pas, hein, mais il y a un journal anglais, The Guardian, où il y a un cartooniste, un mec qui fait des cartoons, qui est assez connu, qui s'appelle David Squire, et il fait tout le temps des cartoons de la Première Ligue. Et quand il fait le cartoon de Arteta, il dessine un Playmobil, parce qu'en fait, pour lui, Arteta a les cheveux tellement impeccables et tellement lisses et tout, que pour lui, c'est des cheveux de Playmobil. C'est pour ça qu'il l'appelle le Playmobil. Moi, je trouve ça très drôle. Toi aussi, je pense. Voilà, c'était ça la référence. Ouais, que tu m'as offert pour mon anniversaire, gentiment. Les dessins de David Squire, retenez son nom, David Squire, les cartoons de Première Ligue, vous pouvez les trouver sur The Guardian. C'est pas une pub, hein, c'est pas sponsorisé. Allez-y. Très vite fait, parce qu'on a évité le sujet jusqu'à maintenant. Oh non, 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 pas ça. Non, mais c'est bon là. Non, on était de bonne humeur. Oh non, non. Vas-y, il faut, hein. Il faut. Bon, bah à un moment, le marché des attaquants en Europe est assez limité. Donc, on avait plusieurs options, il me semble. Benjamin Sesko ou Victor Gyökeres. Bon, déjà, pourquoi... Alors, avant de parler de Gyökeres, pourquoi on avait... En fait, je comprends pas pourquoi on avait Sesko ou Gyökeres. Il n'y en avait rien d'autre. Pourquoi on n'avait pas Ekitike? Pourquoi on s'est pas dit, ah bah tiens, Ekitike? Pourquoi on s'est pas dit, ah bah Isaac, tiens, on va essayer de le déstabiliser, de le faire venir à Arsenal comme on fait Liverpool? Pourquoi Joao Pedro, que je trouve que c'est un joueur excellent, pourquoi lui, d'accord, c'est pas le même profil, mais pourquoi lui, il n'était pas dans la conversation? C'est pas une critique de Gyökeres, pas du tout, hein. Pas encore en tout cas. C'est plus une critique de pourquoi notre choix c'était Sesko ou Gyökeres, quoi. Je comprends pas. Sur Ekitike, Isaac, je veux bien, mais regarde les prix. Les prix sont pas les mêmes. Il est parti pour 30 millions de plus. Ouais. Et il est beaucoup plus jeune. Donc ça se trouve, là, il est tout feu tout flamme et dans 2 mois, il se calme un peu. Ouais. Parce qu'en plus, il est allé très fort en provoque, en intensité de match et tout ça. Calme-toi quand même, tu viens d'arriver. Il y a un truc de mental un peu chelou. Isaac, évidemment, j'aurais aimé. Tu mets pas 140 millions de pounds dans un mec qui se blesse aussi souvent. Donc là, pour moi, on n'a pas pris juste le meilleur attaquant du monde. On a pris un attaquant qui est censé alterner avec Havertz, selon les matchs. Et dans un match où c'est plutôt Havertz qui commence, imagine, tu as Gyökeres qui rentre, il reste 30 minutes. Quand les défenseurs, ils en peuvent plus, ils seront très contents. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le voir. Donc à la fois, il est crevé de jouer tous ces matchs parce que Havertz n'est pas là. Et on n'arrive pas à le voir dans cette alternance-là. Et aussi, il faut peut-être un temps d'adaptation
à la Première Ligue. Alors là, son match, il était vraiment bof contre West Ham, alors s'est peut-être dit à l'avance, voilà un match dans lequel il pourra marquer des buts. C'est ce pourquoi il est venu. Il était même pas aussi engagé que dans les matchs précédents, les matchs contre Olympiakos et contre Newcastle où il n'avait pas marqué, mais il s'était battu tellement comme un malade qu'il avait été assez présent dans le match, présent et qu'il avait bien fait chier les défenseurs. Et là, est-ce que le fait qu'au moins qu'on ait un numéro 9, ça libère peut-être un peu d'espace pour Saka et pour Eze et pour d'autres. Mais bon, ça c'est quand même le strict minimum d'occuper les défenseurs quand on a un attaquant. Alors au moins là, on sent que quand on joue un système avec un vrai numéro 9. C'est pas comme quand on a Havertz ou Merino, où on a plus l'impression que c'est un faux 9. Donc voilà, donc il y a quand même, je pense que si on lui donne un peu de temps d'adaptation, on lui donne 6 mois pour s'adapter et que le temps que ces 6 mois s'écoulent, bah en fait on est premier de la Première Ligue, on n'a pas trop à s'inquiéter. C'est pas trop mal, tu vois. Donc ça veut dire que il a besoin d'un temps d'adaptation, on n'en a pas encore trop souffert. Mais après, il y a aussi, comme on disait, parfois, il y a l'œil dans l'analyse. Et l'œil, bah, il me montre un mec qui est quand même pas du tout au niveau techniquement. Ouais, techniquement, c'est sûr il y a un retard. Bah, ce que je dirais, c'est que les deux matchs, donc Olympiakos et Newcastle, pour moi, il avait vraiment montré quelque chose. Là, après, encore une fois, je veux pas trouver des excuses, mais c'est sûr que c'était. On se pense que c'est le match pour lui et tout, mais si tu regardes West Ham, ils étaient quand même tous derrière, il n'y avait pas trop d'espace, il n'y a pas tant d'espace que ça. Oui, c'est le strict minimum d'occuper les défenseurs. Il faisait des courses, il occupait quand même vachement les défenseurs, et on se rend pas compte à quel point physiquement c'était difficile pour lui, parce qu'il était quand même souvent marqué par deux mecs. Euh, mais c'est sûr qu'on attend plus. Voilà, pour nous, c'était l'attaquant. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. C'était pas l'attaquant qui allait tout changer, qui allait être le mec qui va nous mettre 50 buts par saison. C'était pas ça, parce qu'en fait, on oublie qu'on avait Havertz, et Havertz, c'était notre attaquant. Et qu'en fait, je pense que c'est pour ça aussi, quand j'ai parlé de pourquoi il n'y avait pas Ekitike et Isaac dans la conversation, c'est que je pense qu'en fait, Arteta, déjà, il fallait pas trop dépenser sur un joueur parce qu'il fallait construire l'effectif, ce qu'on a fait. Et je pense aussi, tu peux pas arriver et prendre Isaac, parce qu'après, Havertz, il dit quoi? Il se dit, bah, ils prennent Isaac, ça veut dire que moi, je vous plains. Et Havertz, je pense qu'Havertz, on l'oublie, mais là, il s'est blessé la saison dernière. Mais il était parti pour nous mettre 20 buts. La saison d'avant, il avait mis 14 buts, dont je crois les 3 quarts dans la deuxième moitié de saison. Arteta adore Havertz. Moi aussi. Il était incroyable. Non, mais Non, mais d'accord, mais je veux dire, il l'aurait clairement pas mis sur le banc à chaque match. Non, mais je pense que c'est ça aussi. C'est que, en fait, c'était un peu pour dire on va prendre cet attaquant qui sera notre attaquant secondaire, je pense même, en fait. C'est ça, en fait. C'est que nous, on est là. Ah ouais, Gyökeres, maintenant, c'est notre premier choix. Mais en fait, non. C'était pas ça le plan, je pense. Et en fait, en me disant ça, je suis plus rassuré parce que je me dis, notre plan A, c'est Havertz, et notre plan B, voire A+, tu vois, non pas A+, A', c'est Gyökeres. Certains mais matchs. selon les matchs quand même. Selon les matchs. Mais avec quand même, je pense, une légère préférence pour Havertz. Bon, je dis ça maintenant parce que Gyökeres ne performe pas, mais j'étais prêt à balancer Havertz. Non, je rigole. En fait, ce que je dirais aussi, c'est que ouais, en fait, je pense qu'il s'habitue à la Première Ligue. Il n'a pas eu une vraie, je l'ai déjà dit plein de fois, mais il n'a pas eu une vraie pré-saison. Ça a été un peu dérangé par le fait que voilà, qu'il venait à Arsenal, qu'il était encore au Sporting, ça a mis longtemps. C'est quand même difficile. Ekitike, il s'est vachement vite habitué à la Première Ligue, mais ça c'est parce que ok, tant mieux pour lui, il est vachement fort pour ça, mais c'est pas facile de s'adapter à la Première Ligue, même quand tu es un joueur physique, même quand tu as joué en Championship, il jouait à Coventry. Même quand tu as joué en Champions League avec le Sporting, il faut s'habituer, c'est hyper physique. Il peut pas avoir de repos parce qu'il n'y a pas Havertz. Il enchaîne les matchs. On se rend pas compte, mais je pense qu'il fait beaucoup de courses. C'est pas juste qu'il est marqué physiquement, c'est dur, parce qu'ils sont robustes avec les défenseurs. Je pense que c'est aussi qu'il fait énormément de courses qu'on voit pas. Il fait des courses en profondeur, à gauche, à droite et compagnie, tout le match. Et à un moment, je l'ai vu contre West Ham, à un moment, il a le ballon. Il essaye de se dégager un peu d'espace pour tirer, ce que d'habitude tu le voyais au Sporting, il le faisait tout le temps. Et là, il n'arrive pas parce qu'il se fait rattraper, parce que je pense qu'il était KO. Parce que c'était la 85e et qu'il n'en pouvait plus, quoi.
Et donc, c'est pas pour y excuser. Hein. Normalement, il devrait être. On attend plus, forcément. Mais je pense que on est encore dans la zone où on peut se dire, voilà, il s'habitue. Dans 6 mois, c'est encore comme ça. Là, je te dirais, bah oui, ça n'a pas marché. Mais aussi, je pense qu'il faut le voir dans le contexte dans lequel on l'a. Enfin, je veux dire, dans le but pour lequel on l'a acheté, c'est-à-dire où il alterne avec Havertz, où on fait jouer Havertz 70 minutes, on fait rentrer Gyökeres à la 70e, il joue les dernières 30 minutes, il est en forme, il embête les défenseurs, il se prend un petit but. Après, pareil, on le met à un autre match, c'est lui qui fait genre 65-70 minutes. Après, on met Havertz, comme ça, il est Ou pas alors on met crevé. les deux en même temps si on a besoin d'un On but met et les deux on en même enlève temps, voilà. Zubimendi. Mais il faut voir ça, il faut voir le contexte avec les deux, et même peut-être même avec Jésus s'il revient en forme et qu'on le vend pas avant. Voilà, donc pour moi, on est encore dans la zone où voilà, il y a des circonstances atténuantes que j'ai évoquées. Après, ah ouais, c'est pas ouf. Ça fait quoi, 9 matchs? Il a mis 3 buts en 9 matchs et il a marqué que dans 2 matchs, dont un penalty, contre des équipes, contre Nottingham Forest et contre Leeds. Là, il a eu une opportunité, un moment, quand Trossard fait une balle en première intention superbe pour Rice, qui Rice Ouais. la centre aussi en première intention. En première intention, pardon. Et là, il la rate de quelques millimètres. Il aurait pu le mettre à peu près le même but qu'il a mis contre Nottingham Forest. Là, il la rate. Tu te dis, voilà, un grand attaquant, peut-être que ça, il la met au fond. Et c'est la différence entre le mec qui te met 25 buts dans la saison et le mec qui les met pas. Je sais pas. Mais à voir. À voir. Moi, j'ai encore beaucoup de patience et il a encore beaucoup de crédit dans ma banque. En tout cas, voilà, désolé d'avoir terminé sur une note un peu moins rose, mais dans l'ensemble, on peut vraiment dormir paisiblement en ce moment pendant cette pause internationale. Non seulement parce qu'on est assis tranquillement en haut de la première ligue, mais aussi parce que tout a l'air quand même bien rodé, bien solide. En espérant qu'on n'ait pas trop de blessures, on est devenu la favori pour la ligue. Donc sur ce, je propose qu'on se revoie pour parler du reste de la première ligue ce week-end. Et en attendant, Ciao les petits Gunners. ciao les petits gainers, ciao, ciao, ciao.